des entreprises sont énormes, on ne sait plus très bien qui fait quoi, et on n'a plus le temps d'analyser est-ce que chacun est efficace et est-ce que chacun est heureux. Alors, ce que j'ai vu dans l'Observateur, c'était une structure de rédaction. À l'époque, on était 120, je crois qu'ils sont encore plus nombreux. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une sorte de première couche de journalistes, on va dire historiques, qui étaient démotivés, donc qui ne faisaient plus rien, mais qui touchaient des salaires exorbitants. Et du coup, les nouveaux journalistes arrivants devaient travailler beaucoup pour compenser le manque de travail des anciens et étaient sous-payés parce que l'entreprise n'avait pas les moyens de payer en plus des anciens les nouveaux. Donc c'est un système qui n'arrivait pas à se rafraîchir et à se renouveler, qui restait bloqué sur une première couche ancienne. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune, j'avais 23 ans, et le journaliste qui arrivait juste après moi en âge avait 20 ans de plus que moi. Donc j'étais vraiment le petit jeuneau, et on m'a fait comprendre que jamais je pourrais être intégré, puisqu'il fallait que j'attende en gros 20 ans pour pouvoir être accepté dans le système. Alors moi, je m'amusais énormément parce que le domaine dans lequel je travaillais, c'était journaliste scientifique, me passionnait. Grâce à ma fonction de journaliste scientifique au Nouvel-Obs, je pouvais accéder au laboratoire, je pouvais discuter avec les plus grands scientifiques. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris, je renonce à ma carrière au sein de l'entreprise pour me consacrer au plaisir d'écrire et de faire des enquêtes. Mais l'histoire a pris fin au moment où je me suis présenté au concours MOOM du meilleur journaliste de France et j'étais sélectionné comme finaliste. Et là, ils étaient obligés de s'apercevoir que je bossais, ça faisait 7 ans que j'étais dedans, et de m'engager ou de me virer. Et donc, ils m'ont viré parce que le système ne pouvait pas intégrer un élément nouveau. Et ils m'ont remplacé par un ancien d'un autre journal qui, dès qu'il est arrivé, a fait cette chose fantastique auquel je n'avais jamais pensé, c'était rien foutre. Et je pense qu'il y a encore. Et c'est vraiment, il a réclamé un salaire double du mien et il ne faisait rien. Et il disait, par contre, il prend son temps pour faire bien les reportages. Et je ne comprenais pas cette idée qu'on remplace un journaliste qui travaille et qui est sous-payé par un journaliste qui ne travaille pas et qui est surpayé, jusqu'à ce que je découvre la loi de Parkinson. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle Parkinson, qui n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, mais qui s'est aperçu que plus une entreprise grandit, plus elle a tendance à engager des gens incompétents surpayés et virer les gens dynamiques sous-payés. Et il y a une logique derrière ça, c'est qu'un incompétent surpayé va tout faire pour stabiliser l'entreprise et tout faire pour que ça ne bouge pas, précisément parce qu'il sait qu'il y a une place qu'il ne mérite pas. Par contre, un dynamique sous-payé va forcément avoir envie de faire bouger les choses, donc de remettre en question le système, donc il y a un risque de déstabiliser l'entreprise. Et en effet, j'étais un élément gênant dans le Nouvel-Obs, puisque j'étais jeune, je lançais tout le temps des reportages, je travaillais beaucoup, et il y avait le fait que je me sois inscrit à ce prix faisait que, en toute logique, ils ont compris que je ne voulais pas rester à ma place et que je voulais avoir un plus grand espace d'expression, donc je gênais tout le monde. Et au moment de mon départ, je me suis aperçu que tous mes collègues ne me soutenaient pas, puisqu'ils avaient compris que j'étais un emmerdeur qui voulait faire bouger les choses. Donc j'ai été viré et j'ai fait 1 an de chômage qui m'ont permis d'écrire mon roman. Mais je crois que cette structure, cette expérience que j'ai vécue, est une expérience que beaucoup de gens ont vécue. Même quand on regarde la plupart des jeunes créateurs célèbres, on s'aperçoit qu'ils se sont retrouvés à un moment, ils ont démarré d'un système ancien dans lequel ils étouffaient et ils ont fini par en sortir pour créer leur propre structure autonome. Et voilà, donc moi, quelque part, je remercie l'Observateur de m'avoir fait comprendre que je ne pourrais pas m'épanouir dans une grande structure, et aussi de me faire comprendre que, malgré son nom, l'Observateur était un système qui était fait pour ne pas être nouveau et ne rien observer. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote. Un jour, il y avait, pour vous dire la problématique de cette entreprise, il y avait l'un des chefs, l'un des grands chefs historiques, je ne vais pas vous donner les noms, mais qui nous avait mis une note pour signaler qu'il était parti en vacances en Grèce, et alors qu'il était en vacances en Grèce, il avait vu que son bateau avançait la nuit, et du coup il s'est dit comment un bateau peut avancer la nuit sans percuter d'autres bateaux, sans toucher une île et tout.
Donc il était allé voir le capitaine et il avait dit comment est-il possible que nous n'ayons pas d'accident alors que nous avançons la nuit sans visibilité? Ce à quoi le capitaine a répondu, c'est parce que nous avons un radar sur le bateau. Et donc le chef du Nouvel Obs avait demandé en quoi un radar? Est-ce que vous pouvez m'épeler le mot? Donc il avait appelé le mot radar et il avait dit, il nous avait envoyé une note, un service de science, et il nous avait dit écoutez, j'ai appris que ce miracle était possible grâce à un objet qui s'appelle radar. Je pense que c'est tellement nouveau et intéressant que nous devrions faire un dossier sur les radars. Pouvez-vous m'expliquer comment marche un radar qui permet de faire avancer un bateau sans visibilité? Ce à quoi nous avions répondu, enfin les deux du service sciences, écoutez, cette invention existe depuis la guerre de 39-40. C'est ce qui a permis d'ailleurs de repérer les bombardements des V2 et des avions allemands. Mais ce n'est pas vraiment une invention nouvelle. Et ça montre le niveau de, comment dire, d'ignorance de ces gens qui sont censés, a priori, informer les autres. Et je crois que dans beaucoup d'entreprises, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire c'est des gens fermés qui ne sont pas observateurs du monde et qui vont expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Et ça, c'est assez préjudiciable aux entreprises. Mais moi, je place mes espoirs dans les petites structures. Et je crois que l'exemple de la fourmilière, qui est l'exemple que je connais le mieux, est le meilleur exemple d'un système qui marche. Des petits groupes avec des décisionnaires locaux qui, voyant ce qui se passe sur le terrain et voyant comment ça fonctionne, sont forcément dans un système adapté. Et après, ils communiquent avec d'autres petites structures. J'allais dire une fédération de petites structures, plutôt qu'un système pyramidal avec des chefs, des sous-chefs et des gens qui, au final, se retrouvent juste à régner, mais qui ne se retrouvent pas à innover ou à chercher à améliorer la structure. Ce que j'appelle, ce qui m'a semblé voir dans la fourmilière, c'est la République des bonnes idées. Des tas de gens qui proposent des tas de choses nouvelles, et après, il y a une décantation qui se fait. Mais le système de l'offre, c'était plus personne ne propose rien, parce que tout le monde ne fait que gérer sa carrière et gérer les rapports de pouvoir de bureau. Et surtout, on a compris que personne ne veut renouveler le système ancien, puisque le système ancien, après tout, rassure tout le monde. Et oui, pas mal de choses intéressantes. Alors, d'abord, toutes nos excuses pour les ingénieurs du son qui sont en train